Je suis ravie d'être en compagnie de Benjamin Narial et de pouvoir un peu qu'il nous parle de lui, son parcours et de tout ce qu'il ose dans sa vie, toutes ses facettes, pour que ça puisse aussi peut-être nous inspirer, nous donner des clés ou des outils qui nous permettent d'être encore plus soi, d'encore plus dans sa meilleure version de soi, j'ai envie de dire. Et donc, alors, j'ai envie de te laisser te présenter parce que tu as plein de casquettes. J'ai peur soit d'en oublier, soit de se dire un peu qu'est-ce que tu fais en l'instant et comment tu te définis là tout de suite maintenant. Je sais que c'est difficile et ça bouge, mais là, qu'est-ce qui te vient en tout cas si tu dois te définir? Alors, moi, du coup, donc, bonjour à tous. Déjà, merci aussi de m'inviter, ça me fait très plaisir. J'ai été vraiment agréablement, j'étais honoré de pouvoir être invité par toi et participer à un petit live sur cette chaîne. Alors, moi, en fait, j'ai entre guillemets plusieurs métiers, et puis après, j'ai aussi mes passions, et j'aime bien, effectivement, connecter avec le public, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, mes métiers, moi, je suis formateur en hypnose, en hypnothérapie. Ça, c'est peut-être ma première casquette, avec un petit volet d'hypnothérapeute en individuel, mais que je développe plus du tout. Je prends vraiment très, très peu de séances individuelles aujourd'hui, donc principalement formateur. Également praticien EFT, s'il y en a qui connaissent. C'est une technique un petit peu de gestion du stress, de gestion des émotions. Je participe au congrès virtuel aussi sur Internet chaque année, mais pareil, je fais très peu de séances individuelles aujourd'hui. Je forme du coup à partir de là à la gestion du stress, la gestion des émotions, du mental, prise de parole en public, et puis aussi l'hypnothérapie pour diététicien, nutritionniste. Bref, ça fait partie, c'est un petit peu ma vie professionnelle. Après, dans mes hobbies qui finalement se développent pas mal, j'ai un côté artiste, on pourrait dire. Alors quand je dis humoriste, ça me fait bizarre parce que je n'ai pas l'impression que ce soit légitime puisque je n'ai pas fait d'école de théâtre, j'ai pas de bagage en fait là-dedans, mais j'ai fait des vidéos, des sketchs, ça m'amuse, comme ça, vraiment, sans direction, sans scénario, sans mise en scène. J'ai fait aussi des spectacles sous un personnage qui s'appelle Ginette, qui est un petit peu une caricature, une parodie de tout ce qu'on voit dans le monde du développement personnel, de la spiritualité et de la psychothérapie. Ça m'amuse beaucoup de prendre cette hauteur et de tourner en dérision tous ces sujets. Et puis, j'ai aussi longtemps avant travaillé avec les chevaux comme comportementaliste équin. D'abord, j'étais cadet de concours hippique, puis comportementaliste. Et aujourd'hui, je donne encore quand c'est possible, parce que du coup, cette année, ça a été annulé, mais des stages de développement personnel au contact des chevaux. Voilà, un peu, ça fait déjà quelques trucs un peu différents. Et puis aussi, il y a un intérêt, tu vois, pour tout ce qui est santé, naturopathie, autres. Donc, j'ai aussi co-animé des stages de santé qui mêlent un petit peu tout, santé, corps, esprit, on pourrait dire. Docs, enfin, voilà, pas mal de choses. Voilà, Yes. de temps en temps, je chante, de temps en temps, mais alors voilà, du coup, c'est moi, ma vie, pour moi, quand je suis heureux, c'est quand je peux aller faire une petite scène, un sketch, faire mes petits montages, aller faire un karaoké avec des amis, travailler aussi, transmettre, donner des stages, des ateliers. Voilà comment ça s'organise. Et sinon, je suis tranquille dans la maison ici, dans la forêt, avec 2 chatons qui me rendent très heureux, un potager. Et ça, c'est ma nouvelle vie du moment, puisque tu me demandais un petit peu par rapport à aujourd'hui, quoi. Ouais, yes, bah, super, c'est très riche. J'aime ton parcours déjà un peu qui a l'air très riche. Vu que je vois que tu as commencé avec les chevaux, que tu as continué aussi avec l'hypnose et que là tu fais aussi de l'humour. Donc tu es artiste, tu montes sur scène. Et moi je t'ai découvert sur Tistria, hein, je t'ai découvert sur la chaîne Tistria avec le superbe reportage de la puissance de l'intention. Mm. Et du coup, c'est magnifique. Enfin, je vois, tu as fait un bout là dans cette chaîne. Aujourd'hui, tu es là. Donc, je vois qu'il y a plein de choses. C'est très riche. Je trouve que tu as un parcours très riche. Et qu'est-ce qui fait comment tu expliques, ou si tu peux l'expliquer, mais comment tu passes à je m'occupe des chevaux et là, c'est dans le développement personnel. Comment tu fais, Oui, toi? C'est quoi le pont? déjà, j'ai l'impression que je fonctionne que par la passion. Donc, en fait, quand j'étais gamin, j'étais passionné. Alors, passionné, je pourrais presque même dire obsédé par le cheval. C'est-à-dire que moi, je galopais. Hein. Je ne marchais pas, je galopais. J'avais des posters de chevaux partout. Je ne pensais qu'à ça, qu'à mon cours de poney du samedi prochain ou du mercredi qui arrive. Enfin. Et du coup, à 18 ans, j'ai essayé d'aller à la fac. Comme je ne supporte pas la contrainte du tout, hein, donc je suis allé 3 semaines et puis après, je suis allé faire du cheval. Et le hasard a fait que voilà, je me suis mis finalement à travailler dans ce milieu. Alors que je ne venais pas du tout ni du milieu du sport équestre, ni du sport d'ailleurs tout court, et ni du milieu agricole. Mais c'était ça l'univers. Donc au début, moi j'étais agriculteur. J'ai été cavalier hippique, donc sportif, alors que vraiment ça m'amuse aussi de dire ça parce que je ne suis pas du tout sportif. Et puis agriculteur.
Mm. éleveur. J'ai travaillé là-dedans et ça m'a passionné. Mais c'était des années vraiment difficiles parce que j'ai aussi vu un peu l'envers du décor. Et alors, en cheminant, j'avais toujours un goût pour la psychologie. Depuis petit, aussi ado, on va dire, je lisais des bouquins de psychologie et aussi un peu sur le bouddhisme, tu sais, des trucs un petit peu, parce qu'il y a des liens, c'est quand même une tradition spirituelle qui a beaucoup inspiré des courants de psychothérapie. Je lisais un peu ça. Et figure-toi que ma maman, elle s'était formée à l'hypnothérapie. Mm. Donc moi j'étais dans mon haras, dans ma ferme en Auvergne, et puis ma mère elle faisait de l'hypnose et j'avais pas beaucoup de contacts parce que je bossais beaucoup, mais de temps en temps quand on se voyait, je lui demandais de me raconter. Des fois je lui piquais un bouquin ou j'écoutais un audio, des CD de relaxation. À l'époque j'avais 20 ans, j'écoutais des CD lâcher prise, gestion du stress. Que c'était quand même une vie particulièrement stressante entre les concours hippiques, les problèmes financiers, les problèmes de santé des chevaux et tout ça, c'était assez difficile. Et puis, à 25 ans, du coup, j'ai arrêté un petit peu le métier. Bon, je passe quand même les détails parce que je pense que je pourrais en écrire un roman parce que ça a été vraiment très tumultueux. Mais j'ai arrêté un peu ce métier de cavet de concours hippique dans lequel j'étais pas bien bon en plus, hein, faut quand même le reconnaître. Et je suis allé me former auprès d'un maître qui parle à l'oreille des chevaux finalement, le comportementaliste équin. Et pour apprendre à communiquer avec les chevaux. C'était ça après mon truc. Tu vas voir le lien, parce que du coup, tout ça, il y a à chaque fois un lien avec l'hypnose. Donc lui, je le voyais faire. Je connaissais un tout petit peu l'hypnose, parce que j'avais vu ma mère un peu pratiquer, j'avais écouté des trucs. Je me dis, mais en fait, il hypnotise les chevaux. Il leur parlait, il avait un rythme, une manière, une concentration dans son attention. Et puis il était hyper aimant, c'était un monsieur Blondeau. J'ai beaucoup de liens non plus avec cet univers-là, mais bon, je lui envoie un petit peu de gratitude. Et j'ai appris du coup à éduquer les poulains et les chevaux difficiles. Et ça, c'est devenu ma passion. Et là, j'étais bon. Je savais faire. Du coup, j'ai travaillé comme ça. Et après, je me suis rendu compte que tous les problèmes des chevaux venaient finalement du comportement des humains, de leur mécompréhension de ce qui se passe chez l'animal et aussi de leur propre stress. Donc, gestion du stress. Et j'ai fait des ponts, je me suis formé, je me suis toujours formé. J'avais fait des formations pour devenir moniteur d'équitation dans une fac où en fait il y avait un courant hyper ouvert, c'était à Montpellier, donc on apprenait plein de trucs aussi de philosophie, de psychologie. Et puis ça m'a fait faire des ponts entre la fac, le STAPS de Montpellier et l'hypnothérapie. J'avais des auteurs en commun dans les références. C'était quand même étonnant. On parlait des courants de Palo Alto, sur le socio-constructivisme, des trucs comme ça que je retrouvais dans les deux courants. Et puis en fait, après moi, c'est tout simple, c'est que je me suis fait super mal. Hein. Je me suis vraiment abîmé le dos et la filière équestre avec les valeurs finalement de gloire et d'argent au bout commençait un peu je voyais plus beaucoup de sens. Et je me suis passionné, je me suis formé à l'hypnose. Et après, voilà, après j'ai commencé à travailler en individuel. Mon besoin d'aider l'autre finalement a pris un petit peu le dessus et ça a marché. Puis j'ai laissé la filière cheval de côté. Et puis après, on m'a proposé de former, après quelques années de pratique individuelle, de travailler pour une école. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, la transmission, finalement, j'ai toujours été un peu moniteur d'équitation ou formateur aussi dans le monde du cheval, ou après formateur. Donc, j'ai toujours ce truc de transmission qui était là. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à faire un petit peu le lien de qu'est-ce qui m'a emmené à quoi. C'est vrai que c'est un drôle de parcours. Finalement, on se dit, tiens, ça n'a rien à voir. Aller sauter des obstacles en concours épique, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, formé à l'hypnothérapie, en plus avec un volet spirituel derrière. Mais il y a des liens. Ouais. Ce que je vois là, ce que je perçois de ton parcours, c'est que tu agis par passion. C'est-à-dire que tu vas vers quelque chose parce que tu es passionné et parce que tu as dit ça met du sens à ta vie en fait. Pour toi, ce qui est important, ce qui te guide, c'est ta passion et ce qui donne du sens pour toi en tout cas. Alors, c'est exactement ça. Et en plus, ce qui est assez terrible, c'est que je ne le choisis pas. C'est-à-dire que je ne choisis pas du tout de ressentir un attrait pour telle ou telle chose. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le choisissent, hein, mais je me suis rendu compte que ma passion pour même les sports équestres, elle s'est éteinte. Alors, je gardais un tout petit goût de temps en temps sur Facebook. J'ai gardé quelques cavaliers de l'époque. Je regarde un petit peu, mais je n'ai plus envie de me monter à cheval alors que c'était mon rêve, enfin je faisais que ça, et après, paf, une passion pour l'hypnose. Et elle, en fait, au niveau passion, ça a fait une grande vague jusqu'à ce que voilà, ça devienne mon métier, ma zone de confort, ma profession. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui a fait. Enfin, toi, tu m'as découvert dans le documentaire, mais tu as aussi été intrigué par les sketchs. Aujourd'hui, là, en ce moment, ce qui me passionne, j'adore ma pratique, mon métier, je le fais du mieux que je peux, mais
ça va être, quand j'ai du temps, entre guillemets, le dimanche, quand je suis tranquille, ça va être l'humour. L'humour et toutes ces facettes. Et aussi au service de quoi ça peut être. Donc, les humoristes, en ce moment, sont un peu mes idoles. Enfin, tu vois, c'est des artistes que je trouve, certains, pas tous, évidemment, mais ça me passionne, l'art des mots, l'art du rythme, l'art de mettre de la légèreté sur la souffrance, de cette façon. En ce moment, c'est ça. Ça fait un petit moment que ça me dure. Mais je sais pas, tu vois, c'est des vagues et je peux pas expliquer pourquoi. Et puis le potager aussi, en ce moment, ça me passionne, c'est nouveau. Du coup, tu as mis humour et potager. Sketch et potager, j'ai vu dernièrement. Ouais, il y en a eu quelques-uns avec les tomates. C'était les premiers légumes de ma vie que j'ai plantés. Et du coup, j'ai fait 2-3 sketchs avec les tomates. Ça, c'est vrai que ça m'a plu. La permaculture, parce qu'évidemment, tous mes sketchs sont inspirés d'expériences réelles. À chaque fois, ça part d'un truc vrai. Donc, un stage de permaculture, je rentre, j'ai des blagues qui me viennent. Et d'ailleurs, les premiers sketchs que j'ai fait avec Ginette, c'était sur le tantra. Et j'avais vraiment fait un stage de tantra. J'étais revenu, j'ai mis en parodie. Et puis ça a été partagé beaucoup sur Facebook, puisque c'était tous les gens de ce milieu-là se reconnaissaient, puisque tout était vrai. Enfin, tout était vrai avec bien sûr l'exagération de la parodie, hein, la caricature. Ouais. D'accord. Du coup, ce que je vois, c'est que moi, je dis beaucoup aux gens de suivre leurs élans. En tout cas, toi, tu vas dire suivre ses passions, parce que finalement, suivre ta passion, jusque-là, ça t'a quand même apporté, je veux dire, d'épanouissement. Ça a fonctionné. Enfin, quand tu as suivi une voie qui te passionnait, derrière, il y avait du résultat. Enfin, c'était concret, il y avait de la joie et il y avait du résultat, que ce soit en termes matériels, financiers. C'était quand même plein, en fait. En fait, alors, tu vois, si je reprends juste un petit peu ce que tu viens de dire et que je rembobine en arrière, à la base, j'avais une passion pour le monde du cheval et ça m'a créé une expérience de vie extrêmement riche, très très difficile matériellement. Donc j'ai vécu aussi l'enfer matériel. Alors l'enfer matériel, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait cette vie dans ce monde agricole avec les chevaux, l'élevage, essayer de vendre des chevaux pour vivre, c'était vraiment extrêmement compliqué. Mais ensuite, l'hypnose m'a coûté, quand j'ai commencé à regagner un tout petit peu de sous en allant être salarié et tout, je me suis formé sans aucun but, c'est-à-dire que je n'ai pas mentalisé, j'avais envie d'aller apprendre ça, juste ça. Au lieu d'aller en vacances, j'allais me former l'été dans des écoles. Et là, oui, après, là, en fait, il y a eu effectivement un retour à un moment donné sur investissement. Quand j'ai donné des séances et que les gens m'ont payé, au début, j'étais un peu surpris, genre, ah bon, vous êtes sûr je préférerais peut-être un petit échange à acheter un gâteau, un bouquet, une petite fleur. Bon. Et après, aujourd'hui, ça c'est sûr. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que l'an dernier, avec les blagues, on m'a commandé le spectacle. J'ai joué le spectacle une dizaine de fois avec des cachets. Alors, me donner presque, par exemple, 500 € pour jouer 1h15 dans un théâtre. Dans ma tête, ça faisait un bug. Hein. Je me disais, qu'est-ce qui se passe là? On me donne 500 € pour jouer 1h15. Alors, évidemment, 1h15, évidemment, il y a beaucoup de préparation, il y a des déplacements, il y a plein de choses, il y a plein de frais. Je n'ai pas gagné ma vie avec ça l'an passé, mais quand même, c'était fou. Donc oui, un retour, alors soit en termes de, quoi qu'il arrive, parce que je te reparlais du premier, parce que ça peut passer pour un échec, cette première chapitre de vie. Parce qu'à la fin, c'était dépôt de bilan, dette, donc angoisse, cauchemar, quoi. Franchement, tout ce que j'avais pas de bagnole, j'avais pas de compte, enfin mes comptes étaient à moins, je sais pas combien, c'était l'enfer, quoi. Mais en revanche, je pense qu'il a fallu que je passe par là. Et j'ai écouté mon élan. Donc mon élan, c'est sûr qu'il me guide vers des expériences de vie et finalement qui sont quand même souvent porteuses de beaucoup de choses extrêmement riches, quoi. Ouais. Et je suis d'accord, je le message parce qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, il y a deux élans. Il y a un élan qui va vers tiens, j'ai envie de ça. Enfin, il y avait un moine zen que j'aimais bien, il parlait de la volition, c'est l'envie profonde, un petit mot de jargon là, notre envie profonde. Et quand on y va, de toute manière, enfin, moi, je peux parler que de moi, mais ouais, je regrette pas. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de regret derrière. Après, des fois, il y a des conséquences. Et après, il y a la peur, vraiment la peur, tu sais, paralysante par rapport à plein de conditionnements qui peut nous empêcher d'aller vers. Et là, il peut y avoir des regrets. C'est ça. Donc, moi, j'aime bien aussi accompagner les gens à aller vers ce pourquoi ils sont faits, ce qui les anime. Après, des fois, il va y avoir des retours, bien sûr, matériels si c'est professionnel, mais sinon, des retours en termes
pourquoi on est sur Terre, tu vois, je me pose souvent cette question. Moi, depuis petit, je me dis, bon, pourquoi on est là, quoi. Donc, à un moment donné, puis en plus, il y a tellement d'épreuves, de souffrances et tout, et moi, j'ai mon lot largement comme tout le monde. C'est ça aussi, des fois, que les gens ne se rendent pas compte quand on est là avec une petite interview, et ben, moi, je fais ci, je fais ça, ma vie, c'est formidable. Bon, bah, il y a tout derrière, une fois que l'ordinateur est arrêté, les cauchemars la nuit, les traumatismes, l'enfance, il y a plein de choses aussi. Ça, j'aime bien le dire aussi. Des peurs, parce que des fois on me demande, mais ça te fait pas peur de faire ça, justement, d'aller faire des sketchs un peu foufou alors que tu as quand même une image à tenir? Et ben, ça me fait peur. Voilà, la réponse est très claire. Mais même s'il y a de la peur, ben, l'élan prend le dessus. Ouais. Ouais. Est-ce que tu décrirais, parce que moi je te rejoins vraiment sur ça, je fais des ponts avec mon histoire et mon expérience de vie qui a été beaucoup guidée aussi par ses passions, par ses élans et par ce sens, ça avait du sens. De le fait de... Est-ce que pour toi, d'écouter ces élans, est-ce que ça t'a demandé une écoute de toi, ou est-ce que naturellement, c'était petit, tu étais connecté à tes passions et c'est quelque chose qui ne s'est pas déconnecté? Je pense que si, ça s'est déconnecté à des moments, c'est-à-dire que si je prends l'exemple au départ de ma passion pour les chevaux, c'est qu'est-ce que j'aimais dans les chevaux. Et en fait, moi, j'aimais la beauté, j'aimais le contact avec l'animal, j'aimais leur odeur, j'aimais les sensations. Et après, ça s'est déconnecté parce que dans le monde du cheval, c'était faut gagner des concours, faut vendre des chevaux, faut faire naître des chevaux. Je suis rentré dans un conditionnement, c'était plus moi, il y avait beaucoup de violence. Et moi, à la base, je n'ai pas une énergie très violente. Je ne jouais pas aux jeux de guerre sur les jeux vidéo, je ne me battais pas. Moi, bon, ce n'était pas mon truc. Donc, je me suis débranché de ça. Et après, ça m'a demandé, oui, de retourner à l'écoute. Et j'ai fait de la méditation. J'ai découvert ça aussi assez tôt. Tu vois, vers 26-27 ans, j'ai fait un premier Vipassana. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un courant de 10 jours en silence. Et là, après, il y a une réécoute, effectivement, de qu'est-ce qui t'anime. C'est quoi que... Et donc... c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les voies des conditionnements. Et du coup, le cheval était associé après à quelque chose de très dur. Et même, ça a été dur de me reconnecter après, à me rouvrir le cœur à juste le cheval en tant que cheval quand j'en croise un. Parce que c'était chargé de beaucoup de trauma aussi. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais... Si, parce que je me demandais, les gens qui me disent parfois, mais comment on fait pour se reconnecter à ses élans ou à ses passions et de dire, ben voilà, toi qui as suivi tes élans, et moi aussi j'ai pas mal suivi mes élans, c'est quoi, tu vois, si tu avais un conseil, un outil ou par ton expérience qui t'a permis de te connecter à tes élans, si tu as répondu avec l'écoute, mais tu as peut-être autre chose, vas-y. Ouais, non, mais moi, tu sais, je dis aux gens, je dis, c'est quoi votre rêve? Je dis, s'il y avait une étoile filante qui passe là, dans le ciel et vous pouvez faire un vœu, qu'est-ce que vous feriez comme vœu? C'est vraiment un truc de l'enfant rêveur. Et je l'avais énormément enfant. Moi, j'étais un grand rêveur. Je me souviens dès que je m'ennuyais, entre guillemets, de ces moments où il n'y a rien. Là, je rêvais. Donc, mes rêves, et j'adorais ces questions. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? J'adorais cette question. Et c'est toujours un peu ça. Hein. Et j'ai plein de rêves. Hein. J'ai encore des rêves qui ne sont pas encore manifestés. Et donc, les gens qui ne sont pas branchés à ça, j'ai l'impression que c'est le poids, souvent, quand je dis des conditionnements, ça va être des injonctions un petit peu externes. Ça peut être les parents, des autorités, le milieu professionnel et tout ça. Donc, des fois, c'est pousser un peu ça sur le côté et dire, mais c'est quoi que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie là? Vraiment, juste envie. Alors, envie de manger, envie de faire, envie de dire, envie d'écouter comme musique. Tu vois, et de ne pas trouver ça ridicule, d'écouter juste ce qu'on a envie d'écouter à un moment, pas écouter ce qu'il faudrait écouter pour être tendance. Tu vois, moi je peux passer des fois d'écouter Cabrel ou Goldman, et puis après j'ai envie d'écouter Britney Spears et Lady Gaga, et puis il y en a qui vont dire, ah mais t'écoutes ça, mais c'est super commercial. Bah, j'ai envie de dire, ouais, rien à foutre, moi ça me plaît là en fait tout de suite. Mais quand j'étais ado, c'était plus difficile, j'écoutais du reggae pour faire un peu comme mon frère ou les gens qui écoutaient du reggae parce qu'ils étaient cool. Mais moi, en fait, en vrai, c'est pas l'énergie qui me... Alors, je critique pas cet art-là, attention. Hein, je faut vraiment illustrer avec des exemples très précis. Mais c'est ça. Et une très bonne question, je trouve, que tu poses par rapport à comment on fait pour savoir. Parce que je connais des gens qui me disent, mais j'en sais rien, moi. Je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce qui me... Et des fois, j'ai ça. Il y a des domaines où j'ai pas d'avis. Ne serait-ce que sur la déco, tu vois, moi j'ai pas d'avis, tu vois. Le tableau qui est derrière, c'est une copine qui me l'a offert, j'ai dit tiens, on va le mettre là.
mais je trouve mignon parce qu'en plus j'ai pas mal vécu à Paris, ça me fait un petit rappel, mais c'est pas trop d'avis. Bon, mais c'est pas grave après non plus. Ouais. Ok, yes, merci pour ta réponse parce que je vois que ouais, ça me parle. C'est moi aussi, c'est vraiment cette question qui est revenue beaucoup, surtout ces derniers temps que j'ai voulu aussi. Je parle de se réaligner, mais de vraiment aller chercher en profondeur moi ce qui m'anime. Des fois, de voir que j'ai pu suivre des conditionnements, de suivre les gens ils font ça, bah, je vais faire ça, ça a l'air d'être à la mode, je vais faire ça, et j'ai l'impression d'avoir dévié un peu de mon centre et Ouais. de vraiment reposer cette question. Mais en fait, moi là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Moi là, toute seule, si j'enlève toutes les personnes autour, tout ce qu'on va dire, les conditionnements, les jugements, les peurs du regard des autres, qu'est-ce que j'ai envie de vivre quoi. Et c'est vrai que cette question, juste de rester avec ça, des fois au début ça peut être le néant, au début je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, ça peut être un peu une question un peu vaste. Au début c'était genre je veux être heureuse, un truc très très large, et après il a fallu affiner, dire ok je veux être heureuse. Alors c'est comment pour moi le bonheur, peut-être que le bonheur de mon voisin c'est pas le même que le mien, et du coup d'aller affiner en profondeur sur ok c'est quoi que j'ai envie, mais qui parle de moi en fait, qui parle de ma couleur, de mes compétences, de mes talents, de mes centres d'intérêt, qui me parle voilà, de mes passions. C'est fou cette question parce que finalement, c'est cette question centrale qui nous anime depuis la nuit des temps, les philosophes, les religieux, les psychos, tout. Enfin, c'est vrai, hein, c'est la connaissance de soi, le sens. Tu parlais tout à l'heure du sens des choses, et puis après, Oui. qu'est-ce qui va nous rendre heureux et c'est sûr que c'est la grande question derrière, hein, finalement, même qui nous amène à le coaching, la thérapie, tous ces trucs-là. C'est comment, et il y a autre chose moi, qui me paraît très fort, c'est comment aussi tu sais transformer nos souffrances, tu vois. Mm. Parce que les souffrances, elles sont là. Je dis souvent, écoute, c'est pas moi qui ai fait les règles du jeu. Parce que je suis dans le même jeu que vous, là. Bon, je comprends pas tout non plus, hein, attention. Mais comment on peut en faire quelque chose pour, notamment, par exemple, si on parle d'une erreur de parcours, tu vois, entre guillemets. Mm. La semaine dernière, je te disais, j'ai étudié l'énéagramme et la formatrice, elle nous disait, moi, au début, j'ai fait des études de droit et tout, j'étais bien comme il faut, bien comme mes parents entendaient. Puis en fait, j'étais pas heureuse, mais c'était dur à assumer parce que au niveau catalogue de l'image, c'était parfait. Elle avait de l'argent, bel appart, un copain bien et tout, mais elle n'était pas heureuse. Du coup, elle s'est trouvée une passion pour l'énéagramme avec un petit stage en entreprise. Et paf, et là, elle avait vraiment les yeux qui brillaient. Et c'est devenu son nouveau métier. Elle forme à l'énéagramme. Alors là, ça fait vachement plaisir parce que des fois, je pense qu'avec en plus un peu de réflexion, de raison aussi, hein, ça fait partie des. Et puis de temps, des fois, il faut un peu de temps. On peut quand même manifester des virages de vie, des choses qui sont chouettes. Je regardais l'autre jour aussi sur Facebook un des frérots de la Vega, c'est des chanteurs que j'aimais bien. Enfin, il y avait une chanson, Le Chant des Sirènes, que j'adore, que j'ai chanté la semaine dernière sur scène. Et lui, là, il est parti apparemment faire la permaculture au fin fond de l'Aquitaine. Et il disait, ouais, j'ai eu beaucoup de lumière sur moi et tout. Et puis maintenant, c'est ça, en fait, c'est ça que j'ai envie, moi. J'ai envie d'être seul, de ne pas avoir de bruit, d'avoir la nature, d'avoir les. Et en fait, ça fait quand même faire des croix sur nos conditionnements. Pour être heureux, il faut être riche, célèbre, et puis beau. Et puis lui, du coup, voilà. Et maintenant, c'est ça, en fait, c'était d'être près de. Et il y a quand même un moment donné. Et les crises de vie peuvent réveiller l'écoute par rapport à ta question aussi. Tu vois, les crises. Mm. Les crises, c'est peut-être même leur but. Enfin, leur but, Ouais. d'une manière générale, une crise de santé, une crise économique, va quand même dire, oulala, bordel, réorganisation indispensable. Ouais. Ouais, je te rejoins. Et d'ailleurs, j'ai partagé, je crois que c'était dimanche, le reportage sur Brut là, du frérot de la Vega. Je l'ai partagé. Toi qui l'as partagé, voilà, je l'ai vu Ouais. sur la pub, c'est ça. Merci, parce que moi j'avais chanté sa chanson la semaine dernière et j'étais très très relié aux paroles. Je trouve ces paroles sublimes sur la mélancolie, sur l'euphorie solitaire, sur cette poésie, sur le temps, enfin, le chant des sirènes, enfin, je l'ai chanté pendant tout le confinement, parce que c'est pareil, ça aussi, je ne choisis pas, d'un coup j'ai envie de chanter une chanson, je la chante en boucle, tout seul, hein, dans la maison, avec mon application de karaoké. Mais tu vois, c'est des trucs qui me, je sais pas, je le fais parce que j'ai envie, en fait, tout simplement. En fait. Des fois, tu me dis, les enfants sont des vrais maîtres, ils font ce qu'ils ont Mm. envie. Et puis même les chats, moi je vois mes chats faire. Voilà, des fois on complique tout, mais bon, parce qu'on aime bien aussi les humains. Mais après, il y a des rythmes, il y a des moments. Et, ouais. Ça y est, ça m'a fait partir. Ouais, je te rejoins vraiment qu'il y a une histoire d'écouter
les enfants et les animaux sont des enseignants, de regoûter à cette simplicité. On aime bien se complexifier les choses, mais c'est bien des fois de revenir à cette simplicité, du genre direct, genre j'ai envie de ça, je fais point, sans aucune autre question, et d'aller dans ce désir qui est là, et qui dit ok, bah, j'ai envie d'écouter cette musique, j'ai envie de danser, j'y vais quoi. Ouais, exactement. Et alors, du coup, parce que au final, si on réfléchit après aux injonctions qui nous disent non, fais pas ça, c'est par rapport souvent à la société, à notre vie en communauté. Et donc, en fait, moi, la seule question que je me pose dans un deuxième temps, c'est est-ce que ça peut créer de la souffrance? Parce que, par exemple, mettre de la musique à fond, s'il est 2 heures du mat et que tu habites à Paris dans un immeuble, tu te dis, bon, j'ai envie de ça, mais peut-être que j'attends peut-être à un autre moment pour le faire. Alors que dans un autre contexte, bah, c'est possible. Et c'est la seule question que je me pose après, c'est si je fais ça, est-ce que ça peut créer de la souffrance? Parce que derrière, ce qui nous empêche, si on résume à fond la caisse, d'être heureux, enfin de faire les choses, de répondre à nos élans, c'est la peur. Donc on peut lister après toutes les peurs notamment du regard de l'autre, du jugement. Hein. Donc moi je me pose que cette question, est-ce que ça peut créer de la souffrance aux autres? Si justement je fais une blague, un sketch sur quelque chose. Alors des fois, il y a des gens qui vont se sentir un petit peu attaqués ou quoi, mais bon, ça c'est le jeu aussi de l'humour et de la réflexion que posent les sujets. Mais c'est, bah, je me dis non, en fait, soit on n'aime pas. Si on n'aime pas, on ferme et puis c'est tout. Parce que moi, la grande peur derrière, c'est mon Dieu, si on m'aime pas, si on n'aime pas ce que je fais, si on n'aime pas, bah voilà. Donc, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut être une souffrance? Non. Bon, bah ouais, on y va. Et je me la pose vraiment hein, parce que j'ai vachement de peur. Mais vraiment. Ouais, justement, par rapport à ça, ma question qui arrive, la suivante, c'est comment elle est née, Ginette? Ah non, mais Ginette, mais sa naissance, c'est un souvenir. Mais c'est un souvenir, tu peux même pas savoir, Mathilde, comme ce souvenir, il est beau et qui m'a fait rire pendant peut-être 2 semaines avec des larmes de rire qui coulaient tous les jours. Hein. Donc, à la base, en fait, j'ai plein d'amis. J'ai une copine qui s'appelle Nathalie Anart, qui est psychologue et enseignante de méditation. Voilà, hein, son nom, donc, allez voir un petit peu ce qu'elle fait, c'est super. Et on faisait depuis des années des petites impros, tous les deux, avec nos anciens téléphones pour Arabe, qu'on filmait pour ou contre tel ou tel sujet. C'était des idées qui m'étaient venues d'un mix entre mes ateliers d'impro que j'adorais et puis les jeux oratoires. Et on faisait ça sur plein de sujets. Et puis un jour, on en faisait 3 par an, quoi, qu'on mettait sur Facebook. Quoi, bon. Et un jour, on a fait pour ou contre la méditation. Et donc, Ginette est arrivée comme ça, mais comme j'aurais pu sortir n'importe quel personnage du chapeau 2 secondes avant l'impro, elle-même, elle ne savait même pas ce que j'allais faire. Je dis, passe-moi ton blouson, passe-moi un chouchou. Je me suis mis à faire un accent du Sud, que Ginette a perdu d'ailleurs, cet accent, mais bon, parce que moi, pareil, je fais comme j'ai envie, je sais pas. Et on a fait une joute, un débat pour ou contre la méditation, qui nous a fait partir dans un fou rire, tout en restant dans le sketch. Je ne sais pas si tu as déjà vu celui-là. Oui, moi je l'ai vu carrément. Et on a ri. Et je l'ai monté directement le soir même, sachant que je n'étais pas encore bien habitué au montage et tout ça. On l'a publié sur Facebook et ça a fait une espèce de beaucoup de partage, quoi. Vraiment, ça a beaucoup été vu. Et je le regardais le soir, ce truc-là. Et c'était un hiver, alors fait de février, le mois où je me sens toujours le plus déprimé. Je venais à moitié de rompre avec une relation. J'étais comme ça. Et le soir, je regardais ce truc pendant des jours et des jours. Et je pleurais pour m'endormir de rire. C'est tellement que c'était communicatif. Et le truc de... Et donc, elle est née là. Et donc, comme ça a fait énormément rire, bah, du coup, après, j'ai refait avec Ginette. On a refait des binômes. Et après, Nathalie, plein de raisons qui sont propres, elle a dit, ah non, mais moi, j'ai pas trop envie et tout de... Donc, j'ai dit, ah bon, mais je vais pas... Après, du coup, j'en ai fait tout seul, mais c'était dur aussi. Je savais pas faire, moi. Je me dis, je vais jamais savoir faire tout seul. C'est parce que tu es à côté de moi que c'est drôle et tout ça. Et puis, bon, j'ai essayé, j'ai refait des infos, j'ai refait un écrivant, j'ai fait sur tous les yeux qui me passaient par la tête. Je me suis amusé à apprendre à monter, tout ça. Et c'est souvent, d'ailleurs, les sketchs, c'est souvent des très bons souvenirs en binôme, soit avec celui qui filme, soit cette année en binôme avec moi-même, parce que j'étais tout seul dans la maison pendant 3 mois, comme pas mal de monde. Mais je dis en binôme avec moi-même, c'est bizarre cette expression. C'est la carte de l'année, d'arriver à être avec moi-même. Donc voilà, la naissance de Ginette. Un jour en février, il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, maintenant je me souviens plus. Je dirais il y a 4 ans, mais peut-être, parce qu'un an après, je me trompe tout le temps. Et c'est ce sketch-là. C'est pour ou contre la méditation. Ok, et qu'est-ce qui fait, comme on arrive à passer de ta casquette de hypnothérapeute, donc quelque chose d'un peu sérieux, à Ginette, je me déguise en femme et je touche des sujets un peu qui sont tabous, qui font réagir. Comment tu arrives à passer de... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si tu as pris le temps de mettre au-dessus ou de...
Alors, bah, tu sais, oui, en fait, j'avais même réfléchi à ça, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai aussi fait un TEDx à Lyon en humour pour, en fait, bon, bref, clôturer une soirée de TEDx. C'est des conférences de 15 minutes sur plein de sujets. Et moi, mon rôle, c'était de faire la conclusion humoristique en Ginette, mais à la fin, j'ai fait un petit mot en Benjamin où j'ai enlevé le déguisement et expliqué. Je crois qu'un jour, pendant une séance de thérapie, enfin, je me souviens, j'ai vécu ça, j'ai eu un souvenir de moi enfant qui se déguisait. J'adorais me déguiser avec des femmes, avec les talons de ma mère, à me maquiller, j'adorais ces trucs-là. Bon. Bon, ce qui n'était pas spécialement bien vu non plus, hein, par notamment les hommes de la famille, hein, père, frère, oncle, bon, un petit gamin un peu. Mais sinon, il est gentil, à part ça, il est gentil. Hein. Bon. Et du coup, j'ai revu cette image, ça m'a ému parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bonheur dans ce souvenir. Ces techniques, c'était un peu une séance d'hypnose quelque part où tu revois un peu un double de toi dans une scène de vie, mais comme si tu y étais en fait en lien. Comme si moi, adulte, j'étais dans cette scène et je voyais ce petit gosse qui me regardait, puis c'était moi, hein, qui était super heureux. Donc, à mon avis, c'est ça. Mais c'est inconscient, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mentalisé. Je ne me suis pas dit, ça y est, je vais faire ça et tout. Après, comme ressusciter quelque chose de spontané. Et après, comment je passe de l'un à l'autre, en fait, c'est vraiment différents états que je connais qui sont très très variés. Je vais vraiment passer souvent d'une énergie à l'autre. Et des fois, il suffit juste que je mette une petite couette, que je sois avec des gens où c'est l'énergie du rire. C'est un peu comme, je sais pas comment on pourrait imaginer, mais tu sais, quelqu'un qui serait une profession encore plus sérieuse, du genre, je sais pas moi, avocat ou juge d'instruction. Et puis le week-end, il est avec ses potes d'enfance, et ils boivent des canons. Et là, il ne faut pas qu'il soit filmé et tout, parce que ça ne correspond pas avec son image, c'est sa vie privée, et ça peut être fantasque, ça peut être... Et c'est comme ça que je fais. Et en fait, très souvent, il n'y a pas de confusion. Mais quand je forme, en revanche, je mets beaucoup d'humour, parce que j'adore, mais pas au détriment de la profondeur. Donc, il y a vraiment une écoute, je me branche très, avec beaucoup d'empathie et de compassion sur ce qui se passe chez les gens et sur ce qui se passe aussi en moi quand c'est difficile. Et puis après, des fois, à un moment donné, il y a une vague de légèreté. Et souvent, ça passe bien. Je ne sais pas trop comment ça passe de l'un à l'autre. Même dans des périodes, il y a des périodes où j'ai plein d'idées, j'ai envie de tourner des sketchs 2 fois par jour. Des périodes pas. Hop, pendant 2 mois, je n'y pense pas. Et puis ça vient pas, et puis je ne cherche pas. Et après, un truc me redéclenche. Et hop. Donc c'est pour ça que je dis, je ne le contrôle pas. Je ne peux pas décider. Enfin, je peux pas. Je ne sais pas faire de décider de là, aujourd'hui j'ai eu le temps, je vais faire ça. Non, ça arrive quand ça arrive. D'ailleurs, c'est souvent quand je n'ai pas le temps. L'autre fois en voiture, il me venait en voiture, j'ai dû me garer sur le côté pour tourner le truc. Quand je tourne en voiture, c'est parce que ça vient d'arriver. Hein, et que je me dis, si je ne le fais pas, je ne vais plus y penser. C'est pas parce que. Non, quel serait le meilleur endroit pour tourner ce truc? La voiture. Non, il faut que je m'arrête là et que je le fasse tout de suite. C'est ça la pulsion spontanée. Ouais, c'est ce que je vois, beaucoup de spontanéité. Je trouve ça très inspirant ton parcours parce que je trouve que ça ouvre des possibles où avant, il y a encore à l'époque, il y a plusieurs générations peut-être, mais on a trouvé un boulot, c'était pour la vie et c'était ça qu'on devait faire et point. Et que là, ça ouvre un champ, genre, ok, déjà, tu peux avoir plusieurs casquettes, ça c'est possible. On peut changer, aujourd'hui, on peut plus facilement changer de métier, mais tu ouvres avec ton parcours et ton histoire, c'est genre, on peut faire plusieurs choses. En fait, on n'est pas obligé de rester, genre, quand on est entrepreneur, on est juste entrepreneur. On peut pas être artiste ou humoriste, ça va pas ensemble. Et là, tu nous dis, si c'est possible de faire les deux et d'arriver à pas forcément mélanger les deux, ou des fois mettre ton humour, parce que c'est des parties de toi qui sont quand même toi, donc tu vas quand même, c'est quelqu'un qui aime l'humour, sinon tu ferais pas ça, mais tu aimes rire, j'imagine, ou tu aimes la légèreté, et du coup, tu mets ça quand tu transmets, c'est aussi une de tes facettes. Donc, je trouve ça beau de voir que, en fait, on peut faire plusieurs choses, quoi. Oui, et alors quand tu dis ça, il y a un souvenir qui me revient d'une prise de conscience très forte dans ma vie. À l'époque, alors dans tous les métiers que j'ai de cavalier aussi d'entraînement dans un centre d'entraînement pour chevaux de course. Donc je faisais ça de 6h du mat à midi. Et c'était Pays de la Loire, région vers Pornic, là-bas, Saint-Nazaire, tout ça. Et en fait, à midi, l'après-midi, dès qu'il faisait beau, j'allais à la plage. Et j'avais des copains à la plage, je m'étais fait des copains. Et on rigolait, et c'était super sympa. Je faisais la sieste au soleil, parce que j'avais beaucoup bossé le matin, et puis on se marrait. Et il y avait un copain, lui, il avait 5 métier. Il était tout le temps à la plage. Tout le temps. Donc je me disais, il est tout le temps à la plage. Et très heureux, très marrant et très bien. Donc il faisait les marchés le matin. Il vivait dans une roulotte, dans un camping à la Baule, une roulotte de luxe avec un jacuzzi dans sa roulotte. Hyper organisé. Il était prof de fitness 3 fois par semaine dans une salle où il donnait 3 fois 2 heures parce qu'il avait des équivalences pour faire ça.
il avait une Jaguar aussi. Il avait une Jaguar, un truc hyper original. Le mec, il vit dans une caravane, il a une Jaguar. Et sa Jaguar, 5 ou 6 week-ends par an, il s'en servait pour des mariages, pour accompagner des mariés. Tout ça, ça lui ramenait. C'était encore une activité économique. À la base, son métier, c'était ébéniste. Donc l'hiver, il travaillait le bois. Et puis sinon, il faisait aussi de l'aide à la personne. Il était tout le temps à la plage. J'étais là. Et moi, donc, j'étais cavalier de concours, 35 heures semaine, avec mon SMIC amélioré, cavalier d'entraînement. Et lui, c'est sûr que ça m'a fait une prise de conscience. Donc, quand tu me renvoies ça, je me dis, c'est vrai que des fois, les idées, vu qu'elles passent finalement d'un être à l'autre par des échanges, moi, je ne vais pas donner de leçons aux gens. Je veux dire, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas celui qui va dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est sûr que j'ai une vie originale en termes de professionnel, quelque chose qui est construit, qu'on ne m'a pas dit à l'école. Ce n'était pas pompier, médecin, astronaute, et puis je sais pas, on avait quoi, 5-6 métiers, hein, maîtresse ou maître d'école, et puis bon, bref, et moniteur de poney, puisque moi je faisais du poney, moniteur de poney, que j'ai été. Et c'est effectivement très, très créatif aussi de pouvoir se créer une vie professionnelle, et même au niveau des rythmes. Moi j'ai un rythme de travail qui est très particulier, et depuis cette année, grâce à ces outils internet, encore quelque chose de très original, puisque je travaille à 95% maintenant par Zoom, par internet. Et c'est super, ça c'est nouveau. Et donc, s'ouvrir toujours à des trucs nouveaux par rapport à une contrainte, une épreuve, qu'est-ce qu'on peut en faire quand c'est possible, hein, des fois c'est difficile aussi. Ouais. Donc, flexibilité psychologique, une ouverture du champ des possibilités concrets. Et c'est génial ces exemples. Ça m'a inspiré, ça c'est sûr. Ouais, non, mais j'adore, c'est de se voir. Et moi, j'aime parler de se créer sa vie sur mesure. En ce moment, je suis vraiment dans ça. Parce que se créer sa vie sur mesure, c'est OK. C'est vrai que exactement, tu parlais de rythme, on a des rythmes différents. Et quand on va au plus proche, c'est plus facile, du coup, quand on est entrepreneur, d'avoir des rythmes qui soient plus adaptés. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt du matin, moi, je suis plutôt du soir, je suis plus inspirée le soir, ou j'ai plus d'énergie le matin. Et chacun va aussi se créer des espaces où ça va être plus inspirant, où ça va être plus productif, où ça va être plus joyeux. Et aussi en lien avec, OK, est-ce que je peux me créer un métier ou des métiers, en fait? Pourquoi se limiter à quelque chose où, OK, ouvrons les possibles. Je ne suis pas heureux dans ce que je fais. Il n'y a pas de métier qui me corresponde. J'ai eu encore quelqu'un qui m'a contacté, qui me disait qu'il avait fait plein de bilans de compétences. Il essayait de voir tous les métiers qui existaient. Il avait du mal à trouver le métier qui lui correspond. Et je pense que je trouve ça beau et inspirant, ces personnes qui font ça, parce que du coup, ils se créent leur métier qui n'existe pas encore, où ils mettent en place toutes leurs facettes, parce que il y a des métiers où ils développent qu'une facette, et des fois, ça peut être ennuyeux, ou en tout cas pas épanouissant. Ouais. Ça, c'est sûr, et je pense qu'avec vraiment cette ouverture et s'ouvrir aussi aux opportunités, parce que des fois, il y a des contraintes matérielles, et je me dis, même prendre, tu sais, le premier job qu'on t'offre, parce que c'est un peu dans servir, barman ou quoi. Alors après, il y en a, c'est des carrières et tout, et c'est formidable. Moi, j'ai croisé un gars cet été-là qui adore, parce qu'il voyage partout, il va partir à Tahiti, puis en fait, il est barman, quoi, tout simplement, et puis ça peut faire des rencontres, en fait, suivre l'élan aussi de ce que la vie propose. C'est ça aussi, un autre truc, c'est que moi, j'ai beaucoup répondu alors à des élans intérieurs, mais aussi à des opportunités, c'est-à-dire des propositions, où j'ai dit oui, d'accord. Le premier spectacle, j'ai même pas eu l'idée. Hein. J'ai dit, moi, je savais même pas ce que c'était que faire un spectacle. On m'a dit, ne ferait pas un spectacle pour notre asso, parce qu'on aime bien et tout. J'ai dit, ouais, d'accord. Bon, on met une date, ouais, en septembre, on était donc en avril. Je me dis, oh, septembre, j'ai le temps. Hein. 4 jours avant, j'ai dit non, mais moi, je ne sais pas faire un spectacle. Hein. Donc, et puis, avec ce que je savais faire, malgré tout, il y a eu des moments drôles. Donc, les opportunités de vie, les réponses à des oui. Il y a un film que j'adore, je ne sais pas si tu as déjà vu ou si les gens qui nous écoutent ont déjà vu. C'est avec Jim Carrey, c'est un peu une parodie américaine qui s'appelle Yes Man. Et moi, il m'a fait un choc, ce film. Il m'a fait un choc dans ma vie, de dire oui un peu à ce que les choses proposent. Et aussi, parce que c'est pas que dire oui, c'est aussi apprendre aussi à dire non quand ça ne nous correspond pas. Hein, c'est aussi important l'un que l'autre. Ouais. Rester comme ça, ni oui ni non, paralysé par les peurs du regard de l'autre, par les peurs aussi de sécurité, parce que les virages, ça peut mettre en péril un sentiment de sécurité matérielle. Du coup, d'essayer d'apprivoiser tout ça pour aller vers une vie qui soit des fois un peu, même si elle n'est pas toujours conventionnelle, mais qui nous donne un petit peu, qui nous fasse sourire le cœur, quoi, un peu. Ouais. Et puis moi, je trouve ça beau, les gens qui
ose. Alors oui, ça nous fait du bien quand on choisit une vie alignée, mais aussi ça apporte de la joie dans le monde en fait. Parce que moi, je vois ce que tu fais, bah, tu la partages ta joie à un endroit. Il y a des choses que tu fais pour toi qui te rendent joyeux, et finalement tu partages aux autres, et puis ça partage de la joie pour d'autres personnes qui te regardent, quoi. Alors moi, ça me touche que tu dises ça parce que j'ai souvent des retours comme ça. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de sens. Et en fait, pour moi, ça met du sens sur quelque chose que j'aurais pu juger comme étant très, comment on pourrait dire, aller s'amuser, tu sais, pour des gens C'est un peu sérieux. futile. C'est pas du travail, c'est pas sérieux, il faut grandir, il faut être adulte. Donc en fait, d'avoir après, il y a même eu des gens, une amie thérapeute qui m'a dit, grâce à ce que moi j'avais fait, de jouer, d'oser, elle s'est inscrite à une école d'actrice en fait. Et c'est parce qu'elle a vu que je le faisais que ça lui a donné comme l'autorisation. Tiens, c'est possible. C'est pour ça que j'ai bien aimé donner un exemple aussi de quelqu'un Ouais. que j'avais une partie de ma vie qui avait 5 métiers. J'étais là, bah, en fait, on peut faire des trucs comme ça. Et, donc ouais, ça donne du sens. Et il y avait même un discours de Blanche Gardin à la remise de ses récompenses qu'elle a eues, je sais plus, des Molières, je crois, pour ses spectacles d'humour. Elle disait notre métier ressemble plus des fois de la médecine d'urgence que du simple divertissement. Donc elle rendait hommage en fait à tous ses collègues humoristes, c'est-à-dire à tous ses collègues thérapeutes, à tous ses collègues humoristes, parce qu'on n'avait pas eu la récompense. Parce qu'elle disait que c'était important en fait. Et je crois qu'effectivement il y a un rôle social, il y a un devoir peut-être de s'occuper de soi. Et après, du coup, comme on va bien, on a de l'énergie disponible finalement pour inspirer, pour aider, pour soutenir, pour être en lien de manière plus agréable avec les autres. Et le sens, du coup, ça donne du sens. Et pour moi, du coup, c'est sacré. Et ce rire, cet humour, parce que c'est l'art qui m'anime, c'est pas pour le comparer à d'autres arts. J'aime aussi beaucoup les textes, la chanson et plein de choses. Mais c'est cela qui m'anime et qui m'appelle. Et ça a du sens, effectivement. Ça a du sens. Je suis très content quand c'est confirmé. Parce que des fois, il y a plein de doutes aussi. Je me dis, bon, c'est quand même pas simple de passer c'est vrai, d'une image à l'autre, surtout en France. Hein. Je vois aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile pour certains artistes d'être à la fois tout d'un coup dans la politique ou tout d'un coup en France, Ouais. on est quand même un petit peu, je sais pas si on pourrait dire enfermé dans une image, mais bon, il peut y avoir un petit peu de ça quand même dans un rôle, quoi. Ouais, ouais, je te rejoins. Les métiers d'artiste, il y a un côté, pour moi, en tout cas, je pense qu'on peut avoir dans l'inconscient collectif, mais en tout cas, d'avoir un peu, c'est un peu futile. Ouais, c'est un Ouais. genre, c'est un peu futile, quoi. Alors que ça apporte tellement, en fait, on se rend pas compte que c'est hyper important. Et là, je voyais par rapport dans le confinement, on parlait d'art, enlever l'art, et vous allez voir, enlever la musique, enlever le divertissement, enlever toutes les séries ou tous les trucs, les gens vont survivre. Et ouais, regardez si c'est pas important, en fait. Regardez comme l'art, c'est essentiel aussi à la vie. Ouais, c'est ça, vraiment. Et je vois une dynamique, ça nourrit des besoins profonds, en fait. Ouais. Ça nourrit des besoins profonds, fondamentaux, universels de l'être humain, l'art. Des besoins de beauté, de connexion, de reliance, on se relie dans le rire, on se relie dans les larmes quand des choses nous touchent, on se relie, les textes, je les redécouvre à chaque fois. Moi, il y a des textes, bon, c'est vraiment des succès aussi parce que ça touche pas que moi. On parlait tout à l'heure du Sirène des Frères de la Vega. Moi, je l'avais entendu dans les oreilles à l'époque où c'était un tube et probablement que j'avais été un peu bercé avec ça. Je sais même pas en quelle année ça avait du succès, mais là, de réécouter ses paroles et tout ça, je sais pas, ouais, c'est s'ouvrir à son artiste intérieur, quel que soit le niveau, parce qu'il y a l'expression de base, tout seul chez soi, et puis ensuite, il y a le fait de le partager au public. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai fait aussi des petits collages, un tableau de vision. Tu as déjà fait ces trucs-là, les tableaux de vision où tu colles. Et donc, j'en ai un dans ma chambre, mais je ne l'ai jamais mis sur les réseaux, en fait. C'est-à-dire, c'est pour moi, c'est pas pour qu'on donne son avis, c'est pas pour avoir une note, c'est pas pour avoir un nombre de vues, de likes, de partages ou quoi. C'est pour moi. Voilà, c'est tout. C'est mon petit art. Et je dessine toujours sur mes cahiers. Et je dessine mal. C'est pas des dessins qui vont. Il y a bien une personne qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Non, je dessine parce que j'ai toujours dessiné mal et j'ai toujours dessiné. C'est pas beau. Après, c'est mon juge qui dit ça. Moi, j'aime bien, mais c'est pas quelque chose qui va sortir du lot sur, entre guillemets, une réussite par rapport à d'autres arts. Mais ces deux trucs, faut bien comprendre que c'est séparé parce qu'on est aussi dans une société où, comme si on chante mal, alors on chante pas. C'est comme si on riait mal. Ben non. Ouais, c'est vrai. On est dans la douche, on chante quand on est tout seul, on chante dans la forêt, on fait des chants ensemble dans des chorales, dans des églises,
des mantras, des chants amérindiens, des chants de pop, de variété. Et puis si on a et un élan et puis un talent qui sort du lot, alors après on peut aller essayer de faire le casting de The Voice et puis voir un peu ce que ça donne, mais c'est autre chose. Ouais. Ouais. Moi, il y a deux choses qui me sont venues là, ça a été de... En fait, pour moi, l'inspiration, en tout cas, être inspiré, c'est hyper précieux pour moi, en tout cas dans mon quotidien. Et je vois être inspiré, c'est écouter les histoires des autres ou les expériences des autres, parce que je me dis, ah, c'est possible, ça m'ouvre des portes. Ou là, j'aurais dit, toute seule à regarder dans mon truc, des fois, je me dis, bon, ben, je vois l'horizon, mais quand quelqu'un partage, et moi, mon horizon, il est comme ça. Moi, par exemple, là, je vois des maisons, je vois des arbres en face de moi. Peut-être que toi, tu vois autre chose. Mais tu vois, quand chacun voit sa vision, ça enrichit, ça amène une diversité qui fait que ça ouvre de nouvelles portes. Et c'est là aussi, je trouve que c'est important de. J'ai beaucoup aimé les exemples que tu as amenés. Je me dis, ah ouais, et je partageais des exemples de Martin Gray il n'y a pas longtemps où je parlais de cet homme qui a écrit des livres, qui a eu une expérience de vie assez terrible, mais qui a rebondi vraiment voilà, dessus. Et pour moi, c'était inspirant de me dire, ah, c'est possible en fait, quand on vit des tragédies dans nos vies. Et là, tu parlais aussi un peu de voilà, les souffrances qu'on peut porter, ou en tout cas, ce pouvoir de résilience que l'humain a, qui peut dépasser et faire des choses derrière. De belles choses malgré des tragédies et partager un message fort. Voilà, je trouve ça inspirant de voir toutes ces personnes qui existent, toutes ces expériences de vie et aussi de les partager. Et voilà, comme le frérot de la Vega, pareil, j'ai vu cette histoire et ça m'a touchée. Je me dis, ah ouais, comment il peut passer d'être sur scène devant des milliers de personnes et se retrouver tout seul en mode ermite. Et là, il cherchait un équilibre un peu entre comment je vis ce moment où je suis sur scène et le moment où je suis tout seul, et j'aime ça aussi. Et que c'est pas des trucs qui s'opposent. Est-ce que je peux soit aimer être sur scène, soit aimer être tout seul, mais que c'est soit l'un, soit l'autre. Et on peut aimer les deux et trouver un équilibre dans ça. C'est ça, et c'est exactement ça. Et réaménager cet équilibre à chaque instant avec des autorisations. Pour moi, c'est un mot très fort, c'est-à-dire des autorisations internes. Évidemment, parce qu'après, il y a des choses aussi sociétales, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'autorisation de griller les feux rouges parce qu'on vit ensemble et qu'il y a des règles. Mais par contre, l'autorisation de changer son chemin de vie, ça ne crée pas de souffrance. Et d'écouter, en fait, des appels profonds. Et d'apprendre aussi, enfin pour moi, je parle de moi aussi, d'apprendre à... Moi, je sais que j'avais une espèce d'évitement d'être seul et de besoin beaucoup d'agitation, beaucoup de liens, beaucoup tout le temps. Et puis le confinement, ça m'a fait donc une épreuve, comme pour énormément de monde, même si moi, j'étais dans un cadre assez privilégié, j'en ai conscience. Mais j'étais tout seul, quoi. J'étais méga angoissé. Puis en fait, il y avait aussi un truc qui s'est ouvert de super positif grâce à l'épreuve et que d'apprendre et de savourer ce truc-là, Avant, quand je rentre, là, je reviens d'une semaine très, très agitée de vacances, extrêmement riche, dans un endroit qui s'appelle Fêter Vacances. Je fais un tout petit truc de pub parce que vraiment, c'est merveilleux et beaucoup de choses sont nées en moi. Et alors, toi, Mathilde, si tu découvres un endroit comme ça, je pense que tu irais passer tout ton été parce que énormément d'ateliers, de stages, de choses, énormément. Et puis, des potentiels pour vivre. Moi, c'est là aussi où sur scène, Ginette est née, les chants, tout ça, tout est né là-bas. Et donc, c'est très, très riche. Et avant de rentrer, ça m'angoissait. Je me disais, je vais me retrouver chez moi. Et là, j'étais content de rentrer, intégrer. Et j'ai appris cette année, c'est tout neuf. L'année dernière, j'aurais jamais dit ça. Donc, il y a aussi des évolutions qui sont possibles chez tout le monde. Et j'aime bien les témoigner. C'est vrai, si ça peut donner des idées, vu que pareil que toi, j'écoute les histoires des gens, je pioche, ça m'inspire. Je me dis, ah ouais, mais tu sais, il y a un grand mot qui revient dans nos domaines, là, c'est ce fameux mot des croyances. C'est les idées qu'on va se faire sur la vie. Par exemple, moi, de toute façon, je ne sais pas cuisiner. Et pendant le confinement, j'ai fait du pain. Alors, pour moi, c'est très cliché, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait du pain pour la première fois pendant le confinement, mais pour moi, c'est tellement énorme. En plus, j'étais un peu déçu de moi-même, parce que je ne l'ai fait qu'une fois. Mais je vais refaire, parce que j'ai encore de la farine. Et l'idée, après notre croyance, elle change sur nous-mêmes. Ou alors, j'aime pas être seul. Maintenant, je dis, non, en fait, c'était l'idée, ça, en fait, j'ai appris, j'aime. Et du coup, ça, c'est un vrai poison, des fois, ces croyances qui nous enferment. Parce que c'est comme si on ne réactualisait pas. Sur le coup, c'est vrai. Mais en fait, demain, on ne sait pas. Donc, autant s'ouvrir aussi à ce que ça change. Oui, c'est ça. Moi, avant, je te disais, j'adore voyager, j'adore être dans l'avion, j'adore explorer les quatre coins du monde, ce qui était vrai.
Là, j'ai plus envie. Alors, je suis synchro avec ce qui se passe, hein, cela dit, tant mieux. Mais Mmh. est-ce que j'ai appris à être là? J'ai assez voyagé, j'ai plus envie. J'ai envie de voyager dans mon jardin, d'apprendre comment fonctionnent les tomates, les concombres, pourquoi quand je mets de la verveine, ça crève, ça m'agace, alors que c'est facile. Bah, moi, les trucs difficiles, ils poussent, et les trucs basiques, ils poussent pas. Bon, du coup, ça me, ça me fait faire là, voilà, ça c'est un voyage. J'ai un voyage à la rencontre de comment ça marche, de faire pousser des choses. Et alors, je reviens sur le potager comme ça, parce que pour moi, il y a une métaphore avec ça. C'est vraiment la métaphore des graines. Qu'est-ce qu'on sème dans notre vie? Mmh. Pourquoi ça pousse pas? Quelles sont les conditions réunies pour que ça pousse? Qu'est-ce qu'on a envie de semer? Tu vois, Ouais. une métaphore végétale que je trouve qui peut vraiment rayonner sur énormément de choses de nos vies. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une maladie, tu vois? Les tomates, elles attrapent le mildiou, c'est une petite maladie cryptogamie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut traiter, pas traiter, bio, pas bio, laisser faire la nature, intervenir? C'est plein de questions qu'on peut retrouver à grande échelle sur tellement de choses. Ouais. Ah ouais, c'est bien de se poser ces questions. Ça ouvre, ça permet d'aller plus en profondeur des fois, d'aller trouver des réponses qu'on n'aurait pas jusque-là et d'emprunter des chemins justement qu'on n'aurait pas pensé possible ou qu'on n'aurait pas imaginé. C'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, tu vois, une autre envie profonde, moi, qui m'avait rendu très heureux dans les années 25 ans, c'était que j'avais des chats. Après, j'ai quitté cette vie, du coup, j'avais laissé les chats où ils étaient. C'était pas mes chats à moi, personnellement, c'était un lieu où il y avait d'autres gens et les chats appartenaient au lieu. Et je m'étais jamais réautorisé à avoir des chats. Et c'était pas possible, dans ma vie, c'était pas possible. J'avais un mode de vie qui ne le permettait pas et tout. Et bah là, cette année, j'ai redit, allez, et oh, c'est le bonheur. Non, mais d'écouter ces petits machins qui me ronronnent sur mon lit, là, mais j'en pleurerais d'amour, quoi. Mmh. Et c'est à tel point, c'est simple. C'est tous ceux qui ont des chats me comprennent, je le sais. Hein, mais c'est une autorisation, en fait. C'est ça le sujet aussi. Qu'est-ce qu'on va s'autoriser de vivre? Parce que c'est vraiment, moi, ce que je me rends compte, c'est vraiment le sujet derrière le ok, je sais ce que j'aime, mais pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce que je ne Ouais. m'autorise pas? Donc, ça va être comment s'autoriser, où sont les interdits, comment Mmh. dans sa psyché, ses programmes, aller finalement revisiter les choses avec de la compréhension, de la douceur, mais pour un petit peu des fois débloquer des choses et des croyances verrouillées, ce qu'on disait un petit peu, c'est ce que ça disait un petit peu dans la puissance de l'intention. Finalement, quand je parlais des graines tout à l'heure, c'est aussi nos intentions, c'est de l'information dans une graine. Mmh. Donc en fait, c'est nos intentions, je ne sais pas quel synonyme on pourrait mettre, mais j'aime bien, tout à l'heure j'ai parlé des vœux, des souhaits, un petit peu des choses Mmh. comme ça. Qu'est-ce qu'on aime en fait? C'est ça qui nourrit notre âme, les vitamines de l'âme. Mmh, mmh. Ce qui me vient dans autoriser, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est oser en fait. Enfin, pour moi, ça a du sens de s'autoriser, c'est oser. Et du coup, j'ai une question, et peut-être après, moi, je vais regarder s'il y a des personnes qui ont des questions là par rapport à ce live. Mais là, la question qui me vient, c'est comment toi, tu fais pour dépasser le regard, le jugement, les critiques des autres quand tu fais tes spectacles, quand tu montes sur scène et que tu mets des sujets qui sont un peu, qui peuvent venir chercher les gens, qui vont être dans la critique ou un peu agressif. Comment toi, tu dépasses ça? Bah, je vais te répondre de manière extrêmement concrète par des anecdotes qui me sont arrivées. Donc, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je commençais Ginette. Alors, ça faisait souvent rire. J'avais quand même beaucoup de validation extérieure, donc ça marchait plutôt. Puis un jour, je fais une petite presta. Et il y a quelqu'un que je connaissais, dont j'adorais le jeu, qui était une comédienne. Et puis, elle me dit, écoute, je suis franche, c'est très mauvais, hein, c'est du déjà vu. Puis franchement, pourquoi tu t'habilles en fille? Est-ce que tu en as déjà parlé à un psy? Enfin, et ce moment-là, si tu veux, quand on parle de traumatisme, ça peut peut-être faire être un peu fort, mais ça m'a fait un figement, tu vois. Ça a figé mon être. J'étais en face comme ça, écouter ça. Et je disais après, j'ai l'impression d'avoir reçu une flèche de poison dans le cœur. Et ça m'a duré. Et en plus, le lendemain, j'étais sur scène, devant pas mal de monde. Il y avait bien 200 personnes, tu vois. Mmh. Sur un cabaret, donc j'avais un sketch de 10 minutes. Hein, c'était pas mon spectacle. Donc, oui, il y a bien 3-4 ans, cette histoire. Et bah, cette anecdote-là, là, qui était violente parce que la personne, je l'estimais, donc c'est en plus c'est encore plus dur. J'admirais même un peu dans son humour, dans son jeu et tout, qui me dit ça comme ça avec une espèce de pitié mélangée enfin, un peu agressif mais en même temps, enfin, bon. Ça m'a pris des mois à travailler ça, à ouvrir tous les sujets qu'il y avait derrière, pourquoi j'étais aussi sensible. J'ai fait des thérapies où j'ai ramené cet exemple. C'est tellement hyper dur.
hyper dur. Et puis, bon, avec de la thérapie, mes trucs que je connais, moi, le FT, l'hypnose des amis, des reflets, des trucs très positifs aussi. Un regard positif que j'ai pu recevoir, très important, parce que moi, j'ai fait une conférence cette année sur le regard de l'autre. Et je commence en disant, je ne suis pas libéré du regard de l'autre. Hein. Et puis, il y en a qui le sont, tant mieux pour vous, mais en ce moment, ce n'est pas mon cas. Et l'année d'après, après un an de process où j'ai continué mon bazar, donc même s'il y avait ça, parce que le FT, tu sais, même si c'est horrible, je m'accepte et puis je m'ouvre à la possibilité de continuer. Donc c'est ça, j'ai redit cette phrase sur le FT parce que pour moi, c'est le fondement. Même si on m'a dit que c'était nul et que je l'ai très mal vécu. Parce que si je te disais, moi j'en ai rien à foutre, ce serait un gros mensonge. J'en ai pas rien à foutre du tout, soyons clairs. Et je m'ouvre à la possibilité de continuer, même si c'est dur, même si j'ai peur. L'année d'après, au même endroit, karaoké, je chante tous mes trucs. Elle vient me voir, elle dit, je peux te poser une question? Je dis oui. Elle me dit, les chansons là que tu chantes, c'est des chansons que tu aimes, enfin que tu écoutes dans ta vie? Je dis oui. Elle me dit, je trouve ça tellement plat. Je lui dis, je pose une question, je lui dis, c'est quoi ton intention de me dire ça en fait? Et puis en fait, elle s'est excusée après. Elle s'est sentie comme... parce que j'ai réussi à ce moment-là, tu sais, à pas laisser la flèche venir et juste à retourner. Et du coup, j'ai un très bon souvenir de ce petit moment, comme si... C'est pas... Et moi, j'ai assumé. Donc, pour moi, la clé, c'est d'assumer que ce soit comme ça. Et puis c'est tout. Et de continuer à apprivoiser les parties de moi qui sont très fragiles au regard de l'autre. Et après, à nourrir aussi et à me laisser nourrir de regards très positifs de gens qui apprécient, puisque c'est important. Donc, c'est à la fois extérieur et intérieur. C'est pas que on trouve en soi les ressources, comme on lit dans les livres, et c'est très joli, mais des fois, j'ai juste besoin de ressources extérieures. Et après, récompense de la vie, cadeau ultime. Ça, c'est vrai que j'en suis à la fois fier et très ému, mais il y a une personne, pour le coup, que je suivais depuis gamin au niveau de l'humour, qui un jour a vu un des sketchs et l'a partagé sur son profil, tu vois. Et moi, c'était nul. Et en fait, là, j'ai pleuré. J'étais dans ma voiture dans une station-service, j'ouvre Facebook, je vois ça. Mais c'est pas... ça m'a fait pleurer un peu comme une reconnaissance qui venait apporter un baume à tous les méchants qui disent, les méchants, perçus comme méchants, qui disent mais c'est très mauvais tout ça. Donc j'étais assis, elle aime, c'est que ça doit bien être un peu bon quand même, je suis désolé, parce qu'elle pour le coup elle est pas, elle peut être aussi critique et tout, mais c'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans cet univers-là depuis très longtemps. J'aime bien l'image que tu partages, je l'avais déjà vue, c'est comme si quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est comme une flèche et qui arrive entre les deux personnes, et soit que tu as le choix de prendre cette flèche et te poignarder avec, ou de laisser la flèche au sol et dire non, je prends pas en fait. Ouais, et tu sais le process qui a fait que j'ai réussi la deuxième fois, donc la ville elle était super bonne en termes de leçons, c'est-à-dire que ça m'a donné une épreuve, le premier coup t'es là, t'es pas entraîné t'as pas fait les arts martiaux, donc tu la reçois, t'as pas le choix, après t'as tout le poison qui circule, qui se diffuse pendant des mois et chez certaines personnes pendant des années. Et puis tu fais une détox émotionnelle. Moi, c'est mon nouveau créneau, la détox émotionnelle. Là, j'ai animé ça cet été. Je vais lancer, un petit process à partir d'octobre. Et du coup, tu fais en sorte que le venin là, il se diffuse. Et après, tu as à nouveau la flèche qui arrive. Et hop, tu l'attrapes parce que tu l'as vu du coup. Et tu dis bon, non merci. Bon, pourquoi tu as lancé la flèche là, parce que j'aurais pu, tu sais, être plein de rancœur et de haine en disant il y a vraiment des gens, ils sont vraiment méchants. Et bon, c'est ni faux ni juste, c'est encore une interprétation, une vision des choses. Mais là, surtout, j'ai vu quelqu'un qui me dit quelque chose avec son regard du monde, avec son fonctionnement. Et moi, à un moment donné, préparé en fait. C'est-à-dire, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. À partir de l'épreuve, j'ai développé une compétence. J'ai pas coupé le lien, pas insulté, mais je lui ai dit, c'est quoi qui se passe pour toi quand tu fais ça? Est-ce que tu te rends compte de moi ce que ça peut me faire en fait? Ça aurait pu être la deuxième question. Que j'ai eu une autre fois quand un copain, je lui ai fait écouter mes premières chansons, qu'il a explosé de rire en me disant, oh mon Dieu. Puis après, j'ai fait écouter une deuxième, il me dit, celle-là, elle est encore pire. Bon, c'est dur en fait. Je me souviens exactement où j'étais quand je te raconte ça. J'étais dans un traiteur libanais à Paris. Je peux retrouver la rue et l'endroit. Et je lui ai dit, tu sais, c'est super violent de me dire ça. Parce que j'avais déjà fait un peu de CNV avant, tu vois. Avant, j'aurais trouvé ridicule. Mais ça y est, je suis mauvais, je ne sens plus jamais de ma vie de rien du tout.
Et là, je lui ai dit, bah, en fait, quand tu me dis ça, ça me blesse vraiment. Et il s'est excusé, on est restés amis. Et il m'a envoyé un petit mot très gentil cette année sur Messenger en me disant, c'est très beau là, hein. C'est très très beau là. Je m'excuse, hein, je t'avais dit ça il y a des années, vraiment, j'étais très, très maladroit. Donc, après, la vie peut créer aussi des réparations comme ça. Mais tu vois, je préfère vraiment, j'aime bien des fois illustrer avec des exemples très précis parce qu'on va dire, ah bah oui, bah lui, il arrive parce qu'il a trouvé ses ressources, parce qu'il a les capacités, il a bien de la chance. Mais les ressources, moi, ça a été vraiment de faire une pause sur un événement traumatique et le revisiter, traumatique psychologiquement, hein, je parle pas, ça peut paraître aussi un peu futile, tu vois, une critique. Mais quand on est un peu sensible, en fait, ça démolit quelque chose dedans, quoi. Le dire, le partager, et puis après réparer la blessure et se préparer juste à recevoir un peu les mêmes genres d'agressions. Mais quand la guêpe, elle arrive, au lieu de la laisser faire toute seule sans faire gaffe, de lui dire non, va là-bas, là. Hop, voilà, ça c'est bon. C'est pas pour moi. Ouais, je te rejoins. Je regarde, là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Je regarde les commentaires, s'il y a des personnes. Je ne vais pas ouvrir parce que j'ai peur que le son se mette en route après. J'ai coupé le son. Vous êtes inspirants tous les deux, ça me fait un bien fou. Voilà, Eric qui nous partage ça. Beaucoup de... Voilà, il y a pas mal de gens qui me remercient. Très riche et très inspirant cette rencontre. Quelle jolie conférence. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai pas eu de questions. Moi, je t'ai posé des questions, alors peut-être ça a répondu aux attentes des personnes. Moi aussi, j'étais ravie, là, en tout cas, de ce temps d'échange. J'ai trouvé ça aussi plein de pépites, en fait. En tout cas, dans ce que tu nous as partagé, dans ton authenticité, ta spontanéité, que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression de rencontrer un humain avec toutes ses facettes que plutôt que des facettes. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu en fait, voilà, qui tu étais derrière tous ces masques qu'on peut porter, nous tous, en fonction des casquettes qu'on prend, en fonction des rôles qu'on va avoir dans nos vies, par nos métiers. Et qu'il y a un humain, en fait, derrière ça, il y a un humain aussi qui a peur, et un humain qui est sensible, il y a un humain qui, des fois, se pose des questions, doute, et un humain qui vit sa joie aussi, qui partage ses pépites. Et du coup, voilà, je trouve ça très beau. Bah, écoute, c'est vraiment un plaisir si ça donne du sens. Ça revient un petit peu à une de tes premières questions, ça donne du sens. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est pas juste. C'est un plaisir, entre guillemets, des fois égoïste, parce que c'est moi et moi, et ça me fait rire. Parce que moi, c'est. Ah oui, ça aussi. Il y a beaucoup d'artistes ici. J'aime pas trop, je me réécoute jamais dans les interviews, tout ça, mais alors les sketchs, ils me font super rire. Donc je ris. Et entre guillemets, ça se fait même pas de dire ça peut faire attention, mais moi, c'est vrai. Je ris, donc c'est égoïste, ça me fait rire. Même que ça marche pas, même quand ils font 300 vues et que ça fait rire personne, moi, si je les mets sur Facebook, c'est qu'ils me font rire. Et si en plus ça donne du sens, que ça inspire des gens, que ça amène un petit peu de sourire, de bonheur et d'idées et d'autorisation chez les gens, c'est gagné. Je me sens, tu disais tout à l'heure, je sais pas, dans mon centre, je sais pas comment. Voilà, c'est ok, c'est juste, voilà, c'est ça. Je sens que c'est juste, donc c'est super. Et ça me valide. Et le fait aussi d'avoir des reflets de toi, des gens qui, ça sécurise et ça me sécurise et ça m'encourage. Ça, c'est important aussi à dire. C'est pour ça le public, les haters sur les réseaux sociaux. J'ai réussi ça aussi cette année. Je me suis mis un groupe d'humour sur Facebook pour tester les sketchs avant de les publier. Je me suis fait laminer, mais des horreurs. Heureusement, j'avais la psy qui m'a aidé. Je me suis coupé dessus, ils m'ont viré. Donc, les haters sur Facebook, sur YouTube et tout se rendent pas compte que les méchancetés qu'ils mettent, souvent anonymement, sinon c'est pas drôle, en fait, elles blessent. C'est vraiment des flèches. Donc, mais heureusement, il y a toutes ces belles énergies, ces gens qui envoient des cœurs et ça, c'est top. Donc, merci mille fois en tout cas pour cette invitation et puis ravi de ce que ça peut susciter si je peux participer à ce grand voyage sur Terre. Merci beaucoup à toi. Pour suivre Benjamin, normalement, il y a tout au-dessus de la vidéo, il y a tous les liens vers sa page Facebook. Ginette fait des vidéos, donc sa page Facebook, on va dire, où tu fais tes sketchs. J'ai mis un lien vers ton site internet où tu fais tes formations d'hypnose, d'EFT. Je sais pas, tu me dis si c'est pas exactement ça.
ça, en fait, si jamais les gens veulent vraiment les infos, il suffit de s'abonner à la news, puisque moi je travaille comme à la newsletter, j'envoie tous les 3 mois, hein, je ne vais pas envoyer des mails tous les 2 jours. J'envoie un petit info des événements, donc je vais parler des ateliers détox émotionnels, ça va être du grand public en fait. S'il y en a que ça intéresse, ça va être des ateliers un petit peu en live aussi, une fois par mois à partir d'octobre, avec des vidéos entre d'hypnose et puis de FT, de psychoéducation comme ça. Donc je lance un petit truc comme ça. Mais comme je travaille pour un institut d'hypnose, il n'y a pas forcément tout le programme sur mon site, donc pas hésiter à s'abonner sur la news et puis au réseau. Puis j'ai une page aussi pro, enfin j'en ai plein moi, sur YouTube, sur Facebook, avec mon nom. 2-3 choses, si tu as mis 2-3 liens, c'est très bien. Ouais. Ginette, c'est un aspect, quoi. Voilà, vous allez voir, c'est pas la même tronche. Mais tu en as déjà partagé sur la page, hein. Tu en as partagé un ou deux, ou même des sketchs de oui, j'en ai partagé plusieurs, ouais. Franchement, j'avais repartagé ton sketch sur la méditation avec Nathalie parce que j'avais trouvé ça énorme. Quand j'étais retombée dessus, j'avais vraiment les bons, celui-là, je vais le repartager parce que. C'est vrai qu'il nous a fait rire. Hein. Puis avec Nathalie, qui est une super amie, j'ai encore vu samedi, là, je l'ai vu à Chambéry, c'est des souvenirs. On en a fait plein, on en a fait sur le bio, on en a fait sur. On a fait des sketchs, on s'est bien marré. C'est du bonheur, c'est de l'amitié, c'est du jeu, J-E-U-X, comme besoin fondamental de l'être humain. J'ai appris ça en faisant de la CNV. Le jeu, jouer, besoin fondamental. Donc, en fait, en faisant ça, on nourrit nos besoins et rire avec grand rêve. Qu'est-ce que ça fait bien. Là, on rigole bien. Si on rigole bien, oui, dans ce sketch. Merci pour ce que tu nous apportes et pour ces rires, parce que c'est ce jeu qu'on a besoin dans nos vies. Merci de nous le rappeler. En tout cas, moi, je trouve ça important et j'aime me le rappeler. Des fois, j'oublie le jeu de la vie, le jeu G-E-U, et de jouer, en fait. Me rappeler à jouer, donc amène plus de joie et de légèreté dans ce qu'on peut être aussi amené à vivre au quotidien. Ouais, ça nous le rappelle. Tu vois, tu as dit j'oublie, et c'est vrai que ça, c'est un petit rappel. Parce que des fois, la vie nous le fait oublier. Donc, il peut être amusant. Et quand on voit les petites bébêtes, là, les chats jouer ensemble, tu te rends compte que c'est vraiment l'énergie de la nature. Ça joue. Alors évidemment, les jeux, des fois, me détruisent un peu quelques meubles de mon intérieur. Mais bon, on peut jouer aussi sans détruire. Puis, ouais, moi, j'aime bien. Yes. Bon, pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez partager si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, donner des clés, des outils, justement, tout ce qu'on a abordé sur retrouver, se reconnecter à sa passion, suivre ses élans. J'en oublie parce qu'on a apporté plein de choses riches. Et voilà, n'hésitez pas donc à partager si ça peut inspirer. Et aussi, peut-être ce que tu as dit à la fin, ce que tu m'as posé en question à la fin, parce que je crois que tu l'avais mis un petit peu comme aussi, pas titre, mais en sous-titre de cette interview, c'est sur les critiques, en fait, sur les critiques et sur oser. Ce regard, ce jugement, en fait, et je crois que c'est Don Miguel Ruiz, beaucoup de gens ont lu les 4 accords Toltec, j'espère, de poison émotionnel, donc les mots peuvent être de la magie noire et nous faire du mal, donc ça va nous empoisonner, mais on peut s'en libérer, il y a plein de choses, et notamment au-delà des techniques, moi j'ai parlé de FT, de l'hypnose, mais je crois en vrai que c'est plus des gens, ça peut être des personnes pour 80% et puis des techniques pour 20%, ou j'en sais rien, tu vois, c'est aléatoire, mais il y a des êtres aussi qui vont vous aider à vous nettoyer de ça. Ça peut être des conférences, des bouquins, des gens comme toi, des pages comme toi et tout ça. Il y a des amis, mais des amis qui ont cette énergie pour pouvoir se nettoyer, se détoxifier et puis se revitaliser. C'est un peu les 2 trucs que j'utilise moi dans cet état d'esprit, la détox émotionnelle, parce que c'est un vrai poison. C'est un vrai poison. Et ça peut être vraiment une super vitamine quand c'est nettoyé et qu'on refait quand même. Yes. Merci pour ce rappel et voilà, avec tous les outils et les sources d'inspiration, les vidéos, les livres, c'est ça pour s'ouvrir à tout ça aussi, s'ouvrir à d'autres regards, pour se remplir, on va dire, j'ai envie de dire, se remplir, d'avoir une saveur. Moi, j'aime bien aussi de parler de saveur dans la vie, ça va rappeler au jardin, mais quelle saveur j'ai que ma vie elle a, qu'est-ce que j'ai envie quelle saveur elle a envie que j'ai. Ça ne peut pas parler au final. En plus, les saveurs, parce que tu vois, il y a des conditionnements. Alors, c'est très intéressant parce que tu as des saveurs, par exemple, qui ont été très conditionnées et on a l'impression qu'elles nous font du bien, mais elles peuvent être un petit peu toxiques, ne serait-ce qu'en parlant de l'alimentation. Je sais pas, les bonbons Haribo en excès, par exemple. Et puis, les saveurs de la nature, que des fois, on doit juste réapprendre. Je dis bien réapprendre parce qu'on a les instincts. Et que franchement, le concombre que j'ai mangé à midi dans la petite salade que j'ai été chercher juste avant, en le faisant, je me dis, mais en fait, j'en ai rêvé de ça. J'ai même attrapé une tomate et avant de l'emmener, de la couper, je l'ai mangée directement dans le jardin. Et je me dis, j'en ai rêvé de ce truc qui est manifeste.
et ça a une super saveur. Sans... Alors après, une super vinaigrette, comme j'aime et tout, hein, mais avant, c'est juste croquer dedans. Donc, alors les saveurs, si ce mot-là peut clôturer notre échange, les saveurs, enfin, les couleurs aussi, j'aime bien. Les couleurs. Et je repars dans mes trucs d'artiste. Un mot, pouf, ça ouvre un champ. Bon, ben merci. J'ai envie qu'on clôture pour que ce soit aussi pas trop long, pour que les gens aient envie de regarder, voilà, qu'ils aient ce temps, cet espace-temps. Je te remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui étaient présents, voilà, pour vos partages, commentaires, vos likes. Et puis, moi, je dis à tout bientôt, voilà, pour ceux qui sont sur ma communauté. Et puis, à bientôt. Ouais, et ben à bientôt en tout cas, et merci beaucoup. Bonne continuation. Belle continuation d'année. Merci. Ça... Voilà, alors j'ai arrêté le direct. Je vais arrêter d'enregistrer.